ce sera, vous avez suivi des études scientifiques et souvent on oppose la science et la littérature. Comment vous êtes passé de l'une à l'autre? Alors, effectivement, j'ai fait des études de mathématiques, physique, biologie, mais j'ai réussi mes concours grâce au français en réalité. C'est mes notes de français qui m'ont permis de réussir mes concours scientifiques. Donc, j'ai toujours aimé écrire, en fait, depuis que je suis tout petit. J'écrivais déjà des poèmes, des poésies, des journaux de bord, des pièces de théâtre. Enfin, voilà, même en faisant des études scientifiques, ça n'empêche pas d'écrire. Et donc, du coup, finalement, ça m'a rattrapé. On va dire que, en définitive, c'est la littérature vers laquelle je me suis tourné, quoi. Voilà. Mhm. Et justement, qu'est-ce qui vous manquait dans la science que vous avez trouvé dans la littérature? Ah ben, je me suis bien fait plaisir avec la science et je continue, hein, toujours. Je n'ai pas abandonné puisque mes histoires tournent autour de la biologie notamment. Mm. Après, enfin, je trouve ça intéressant de dire, même aux enfants, qu'un parcours n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est destiné à une filière scientifique qu'on va pas faire des études littéraires et inversement. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est bien de leur donner l'exemple de la diversité des parcours et puis de pas se cantonner dans une filière vraiment spécifique. C'est-à-dire que tout est ouvert en fait malgré tout. Voilà, c'est pas parce qu'on va faire telles études qu'on va faire tel métier. Enfin, ouais, il y a plein de passerelles possibles et c'est pas parce qu'on échoue, par exemple, dans une filière qu'il n'y en a pas une autre qui peut s'ouvrir, quoi. Voilà. Et quel domaine de la science vous intéresse particulièrement aujourd'hui? Ah bah, moi, c'est tout ce qui est écologie. Bon, moi, j'ai fait une école d'agronomie, donc ça avait un lien aussi avec la terre, le sol. Et donc, c'est tout ce qui est environnemental qui me passionne vraiment. Chez moi, j'ai même acheté des terrains. Donc, j'ai des prés, j'ai des orchidées qui poussent dedans. Je regarde toutes les petites bêtes. Voilà, je passe beaucoup de temps dehors, quoi. Voilà. En même temps, donc c'est pratique parce qu'on écrit, c'est devant un bureau et puis un peu solitaire devant son ordinateur. Et en même temps, j'ai la campagne qui me tend les bras en permanence. Donc, c'est un circuit vertueux. Voilà. Mhm. Et justement, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais vous, qu'est-ce qui vous a donné cette fibre écologique il y a quelques années? Je crois que c'est depuis tout petit. En fait, j'ai aussi eu des exemples en fait dans ma famille, des modèles entre guillemets. J'ai un cousin qui 10 ans avant moi avait fait l'agro, donc une école d'agronomie, et j'ai un peu suivi ses traces. Voilà. Mais c'est vrai que la nature, ça a toujours fait partie de ma vie, quoi. Et vous l'observez davantage ou alors comment, quel rapport vous avez avec la nature? Moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dehors, déjà parce que je fais moi-même mon bois de chauffage. Enfin voilà, je vis un peu en circuit fermé. On a plein d'arbres fruitiers. On passe beaucoup de temps à faire eh ben, on va dire des confitures. Enfin voilà, on vit avec les saisons, quoi. Euh, Après, j'ai aussi des avis partagés par rapport à l'écologie sur l'agriculture, sur la déforestation, ce que je vois même autour de moi, hein. Tout ce que peuvent engendrer les dégâts de pesticides. Donc voilà, j'observe aussi la baisse du nombre d'oiseaux, des abeilles. Et ça me préoccupe quand même beaucoup. Donc j'essaye de replanter des haies, j'essaye de faire des actions en faveur, enfin, à ma petite échelle, hein, mais de faire des actions pour redynamiser la biodiversité. Voilà. Et quel regard vous portez sur le débat aujourd'hui, sur le débat écologique? Bah, je trouve qu'il est crucial, essentiel. Pour moi, c'est quand même le levier sur lequel il faut agir maintenant parce que ça devient quand même urgent de préserver la planète. Je pense que ce n'est pas incompatible avec l'économie. Il y a forcément moyen de développer l'économie et l'écologie en même temps. Je pense que le virage est en train de se prendre, en fait, quelque part. Avant, on opposait vraiment les deux. Les écologistes étaient un peu considérés comme des babacools, 68 heures et autres. C'est en train de changer complètement.
même avec les mairies qui passent, on a Grenoble, puis il y a plein d'autres exemples comme ça qui prouvent qu'en fait, on peut arriver à concilier l'économie et le social et l'écologie. Et je pense que c'est l'avenir, en fait. On est en train de basculer et je pense que ça va basculer, j'espère en tout cas que ça va vraiment s'orienter dans ce sens-là, quoi. Bon, dans votre vie, il y a aussi la littérature. Et pourquoi vous avez choisi la littérature jeunesse? Alors, moi, j'ai 4 enfants. J'ai toujours fait des petits spectacles dans les écoles. Depuis, ça fait faire plus de 20 ans maintenant. Et donc, c'est un public que j'adore. Ils me le rendent bien parce que je vais beaucoup dans les écoles. Ils font des choses incroyables. J'ai plein d'exemples à vous montrer. Par exemple, voilà un livre qui m'a été offert quand je suis des CE1, donc qui ont fait leur portrait un peu comme dans les livres et qui ont fait des illustrations avec des histoires sur Paul Renard Vipère. Donc, je reçois beaucoup d'eux et en fait, c'est un public que j'adore parce qu'ils sont frais, spontanés. Voilà un autre exemple là, d'une classe qui m'a offert. C'est assez fantastique quand même, hein, ce qu'on trouve dans les écoles. C'est vraiment le public que j'adore, quoi. Ils posent des questions incroyables, ils sont spontanés. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'aller les rencontrer dans les salons, dans les classes. Voilà, c'est vraiment un public que j'aime bien, quoi. Et donc justement, vous qui êtes sensible à l'écologie, est-ce qu'à travers vos livres, vous avez des messages à leur faire passer? Alors j'en fais passer dans Poule Renard Vipère. Alors évidemment, c'est romancé, hein. Mais dans Poule Renard Vipère, vous avez par exemple, donc les 3 peuples vivent sur 3 territoires différents, mais il y en a un qui est menacé, notamment celui des vipères, par la montée des eaux de l'océan. Et donc là, c'est un problème typiquement actuel. Donc ça va entraîner des migrations, ça peut entraîner la disparition d'espèces, et il va falloir qu'ils trouvent une solution pour continuer à vivre ensemble. Donc c'est le message qui passe principalement dans Poule Renard Vipère. Oui, mais il y en a un autre quand même, il y a un message de tolérance aussi dans cette trilogie. Tout à fait, oui, aussi. J'ai des enfants qui m'avaient posé la question une fois, pourquoi poules, renards, vipères? Pourquoi des poules, des renards et des vipères? Et alors, évidemment, ça rappelle le jeu, mais pas que, c'est-à-dire que, en fait, finalement, ils apprennent à se découvrir les uns les autres. Alors, ils se pensent ennemis, mais en discutant, ils s'aperçoivent que finalement, ils ne sont pas si différents de ça les uns des autres. Et c'est aller à la rencontre de l'autre pour s'apercevoir qu'on peut finalement s'entendre. Donc, l'ennemi, on le regarde différemment. Donc, effectivement, il y a un message d'amitié, de paix, de tolérance, en plus du message écologique. Et sinon, en règle générale, quel est le point de départ d'un livre? C'est très variable. Je crois que j'ai tout expérimenté. Je peux partir d'un titre. Là, par exemple, pour le Renard Vipère, je suis parti du titre. Mais souvent, on n'a pas le titre. Donc, souvent, ou alors, pour À chacun son rêve qui est pour adultes, c'est la fin qui m'a inspiré. J'ai eu j'ai une idée de fin. Donc moi, non, en fait, il n'y a pas de règle précise. Pour Mamie Cascade, c'est le titre aussi qui m'est venu en premier. Donc après, je déroule. Mais ce sont des lectures, ce sont, je sais pas, des émissions que vous pouvez voir à la télévision, à la radio, des lectures. Ça peut partir de là? Ah, ça peut partir de là. Ou alors vous allez réfléchir dans votre jardin. Aussi. En fait, l'histoire se structure à différents endroits. Pour le Renard Vipère, c'était en me promenant, donc voilà, dans la nature, que j'ai tous un peu structuré comme ça. Il y a des fois, on lit un article de journal ou un titre, et là, paf, ça nous donne une idée. Souvent, moi, c'est le matin quand je me lève. Le soir, je ne suis pas très efficace. Voilà. Et puis, c'est vrai que l'inspiration, c'est un peu magique. Hein. Je pense que tous les auteurs ont une idée sur la question. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre cerveau au moment où tout d'un coup, une idée nous traverse la tête. Est-ce que pour vous, l'écriture est un travail laborieux dans le sens où ça vous prend beaucoup de temps? Alors, quand j'étais pas édité, en fait, parce que moi, je considère que j'ai 2 périodes. Une période où j'écrivais dans mon coin avec les retours familiaux exclusivement, on va dire.
Et après, une période où, à partir du moment où j'ai rencontré un éditeur, je trouve que la façon d'écrire a changé. Avant, j'étais libre, je ne me posais aucune question, j'écrivais au kilomètre, quand je voulais, où je voulais. Après, quand on commence à être édité, on a une relation plus intense avec l'éditeur, ce qui est bien parce que ça nous permet de nous améliorer. Mais du coup, ça ressemble encore plus à un vrai travail, quoi. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps sur le tome 2, notamment de l'École des rêves. Mmh. Et puis, vous aimez bien jouer avec les mots aussi, notamment dans la trilogie, dans le nom des personnages. Voilà, Mademoiselle qui glousse, il y a Faubec, il y a Madame Écaille, il y a Filvite. Vous jouez beaucoup avec les mots? Vous aimez bien Oui, ça? dans les deux romans, oui, ça, j'ai toujours aimé les mots. Il y a des fois, ils viennent tout seuls, des fois, ils prennent un temps fou à trouver. Des jeux de mots, oui, il y en a beaucoup, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire, notamment, même quand j'étais petit, quand j'écrivais des poésies, là, on est obligé de les choisir, vraiment. Et oui, c'est un jeu que j'adore. Et effectivement, il y a pas mal de jeux de mots. Célis en est un, par exemple. Les enfants ne le repèrent pas facilement. Mais Célis, donc le prénom de la vipère, c'est parce qu'une vipère, c'est lisse, en fait, une surface lisse. Donc c'est lisse, voilà, tout simplement. Alors justement, Poule, Renard, Vipère, c'est une trilogie. Et des enfants vous ont demandé s'il y aurait une suite et vous leur avez suggéré d'écrire la suite. Vous avez eu des retours? J'ai déjà des suites. Des enfants qui m'ont écrit des suites par chapitre, en plus, ils sont structurés. Ouais. Je crois que la meilleure suite que j'ai eue, c'était donc c'est une petite fille de CM2 qui m'a envoyé donc son histoire, qu'il a appelée les J-souches, parce qu'en fait, c'est des souris géantes qui arrivent sur le territoire des trois amis là. Donc c'est bien fait. En fait, c'est un bateau qui arrive, voilà. Qui sont cachés dans la campagne, ils voient le bateau arriver, ils se disent oh là là, qu'est-ce que c'est? Et puis donc il y a des souris géantes qui débarquent de ce bateau et ils pensent que ça va être la catastrophe. Et en fait, non, elles sont très gentilles, leur apprennent à cultiver, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un problème de nourriture dans la trilogie. Les enfants sont assez terre à terre. Hein. Donc eux, ils disent mais ils mangent quoi? Mais comment ça se passe? Voilà. Ils posent des questions très très concrètes. Donc voilà, donc j'ai eu plusieurs suites. Et je crois qu'une petite fille qui a lu ça il y a 3 ans, en fait, quand la trilogie est sortie, et qui voulait écrire les origines, en fait. Donc, qui voulait écrire Poule, Renard, Vipère, origine. Voilà. Donc ça, je pense que un jour, il va y avoir des suites. Mais c'est bien parce qu'ils me posent tous la question, on veut un tome 4. En fait, moi, je préfère qu'on reste à 3 et puis que, voilà, c'est logique en plus, Poule, Renard, Vipère. Et que ce soit eux qui développent leur imagination. En classe, des fois, on me lit des suites aussi, puisqu'ils ont respecté les consignes du tome 3. Voilà. Mais c'est fantastique parce que ça leur développe, l'imaginaire est très, très foisonnant, en fait, hein, chez les enfants. Et comment vous travaillez tous les deux? Alors moi, j'ai été contactée par la maison d'édition, on ne se connaissait pas à la base. Et on s'est découvert au fur et à mesure. Donc c'est la maison d'édition au début qui a fait le pont. Et finalement, on a trouvé que c'était plus pratique de discuter. Avant, Paul, on passait par l'éditeur. Oui. Et on a trouvé que c'était plus pratique à un moment pour partager la vision parce que moi, j'avais des questions à chaque fois sur des choses ou d'autres, parce que je reçois le texte et il faut que j'interprète le texte. Et j'avais toujours peur de ne pas respecter la vision de l'auteur. Et donc, j'avais toujours des petites questions, quoi, notamment. Alors, comment vous êtes emparé, justement, de cette histoire des poules, renards et vipères? L'éditeur m'avait contacté parce que je dessine beaucoup de renards. Et donc, j'étais vraiment ravie forcément, le premier mot dans le titre, c'est renard. Donc, c'était vraiment super, quoi. Et j'ai fait beaucoup de gribouillage pour arriver à trouver ce que je voulais. J'ai partagé et j'ai eu des premiers retours. Mais ça s'est fait très naturellement, en fait. J'ai très vite trouvé le ton et ce que ça allait donner, en fait. Le côté épique, la nature, les animaux, l'expressivité. Puis j'aime bien
C'est avant tout une histoire d'amitié aussi. Donc, ces 3 personnages qui sont très attachants. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à dessiner la dernière illustration parce qu'il fallait leur dire un peu au revoir, quoi. C'était dur. Salut Zora. Et justement, comment ils sont nés ces trois... Pulp Fiction. Comment est né Albin et comment il s'est dessiné, donc Albin, le petit poussin? Il s'est dessiné très 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 vite. Salut Albin. Il s'est dessiné très facilement et très vite. En fait, j'ai même pas cherché de la documentation finalement. Où je pensais que j'ai essayé vraiment que ça sorte assez naturellement et il est vraiment né très rapidement, quoi. La plus grande difficulté, c'était qu'il y avait beaucoup de personnages, en fait. On ne se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de personnages. Et il fallait... il y a un groupe de poules, un groupe de renards, et sur une dizaine de renards ou une dizaine de poules, il fallait bien qu'on les reconnaisse les unes les autres. C'était là, vraiment, le vrai challenge, c'était là, en fait. C'était qu'entre un poussin et un autre poussin, il ne fallait pas qu'on les mélange, il fallait qu'on comprenne bien et le caractère et en même temps qu'on les reconnaisse visuellement, quoi. Et Célis aussi, ça a été facile de... Non, Célis, ça a été le plus dur parce que je me suis dit... C'est super, Célis. Je me suis dit comment je vais dessiner un serpent expressif parce qu'il fallait qu'il transmette quand même des émotions. Et un serpent, c'est un tube, là, quand même. J'exagère un peu, mais il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de... Et ça a été très très dur pour que je trouve en fait ce que je voulais et qu'on voie que c'est un petit serpent aussi, cet aspect-là. Et finalement, j'ai trouvé le truc et je suis contente parce que les enfants, à chaque fois que je fais un dédicace, que je vais en rencontre, les enfants, ils adorent Célis, c'est leur personnage préféré. Vraiment. Confirme aussi, oui. Oui, toi aussi, tu as les mêmes retours. J'aurais pensé que le renard était plus populaire ou le petit poussin, mais non, c'est vraiment Célis qui leur plaît énormément, quoi. Alors à chaque fois, je dessine beaucoup de Célis. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre vous deux pendant le travail? Pas tellement, finalement. Pas tellement, non. Peut-être finalement sur le dernier tome où on se connaissait un peu mieux et il y avait plus de questions techniques. Il y avait C'est tellement bien que j'avais pas de remarques, moi. C'était tellement beau. C'était bien de travailler avec Paul parce qu'il est très gentil et il était très ouvert. Non, et puis Paul m'a beaucoup aidé. Par exemple, j'avais un souci pour dessiner à un moment la carte du territoire et j'arrivais pas à visualiser le truc. Et Paul m'avait fait un dessin. Et c'est la base de son dessin que j'ai repris et embelli, rendu voilà, avec mon style. Mais c'est vraiment la carte que Paul avait dessinée, en fait. Parce que j'avais vraiment du mal à voir la topographie comme lui, quoi. Il fallait que je rentre dans sa vision. Et donc, c'est nickel, quoi. C'était vraiment bien ça. J'ai bien apprécié comme échange, quoi. Et justement, en fait, être illustratrice, c'est se mettre au service d'une histoire et en même temps d'un auteur ou d'une autrice? Oui. Souvent, on est contacté Enfin, encore avec Paul, là, on a pu se rencontrer, mais moi, je fais des illustrations sur des romans où je ne rencontre même pas les auteurs. Donc, c'est à moi de m'effacer. Je suis là pour illustrer. Je ne dois pas prendre le dessus sur l'histoire ou sur le personnage. Et je dois apprendre à donner le meilleur du texte, quoi. Et des fois, aller un peu entre les lignes si j'arrive pour créer l'univers. Il faut créer l'ambiance, voilà, c'est ça. C'est créer l'ambiance du roman, finalement. Et vous, Paul, qu'est-ce que vous attendez d'un illustrateur ou d'une illustratrice? Comment vous envisagez le travail avec eux? Moi, je suis fasciné par leur travail. Donc, moi, c'était une joie absolue de savoir que le livre allait être illustré. Déjà, ça, pour moi, je trouvais ça super. Il y a toujours une petite part d'appréhension au début quand les personnages arrivent, parce que nous, on a notre imaginaire, et surtout, alors, moins moi que mes enfants. Parce que alors, mes enfants, c'était les pires. Là, il fallait surtout pas toucher à leur imaginaire, parce que ça faisait un moment qu'ils avaient lu la trilogie. Et alors, ça a été super quand ils ont vu les trois, la première couverture là que je tiens dans les mains. Ça a été oh, c'est génial, c'est top. Et donc ça c'est super. Et je me suis dit, ouais, là, on a vraiment bien fait de choisir. Enfin, c'est aussi Manon, l'éditrice de Pulp Fiction, là, qui en fait, ensemble, avec l'éditrice, on avait regardé les blogs et elle m'avait dit, oh, regarde, Miss Patty, c'est super ce qu'elle fait. Et j'avais dit, ah ouais, c'est super. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite… on se dit, alors là, c'est des animaux, donc ça m'a moins fait ça que pour l'école des rêves où il y a des personnages. Et là, alors c'est pareil, j'adore ce qu'a fait Antoine Brivet hein, sur l'école des rêves. C'est super, hein, il est vraiment très, très fort. Et donc, c'est deux belles rencontres, quoi. Enfin, pour moi, l'illustration, enfin, moi, je suis baba devant… quand Patty me fait une dédicace en direct, je dis, mais comment elle fait? Enfin, voilà. Donc, non, moi, j'adore les… Et puis, je trouve que c'est vraiment un travail commun. On ne peut pas dissocier les deux. C'est vraiment les deux ensemble, quoi. Et c'est la première chose qu'on voit, c'est la couverture d'un livre. Donc, c'est le travail illustrateur, et il est essentiel, fondamental. C'est la première vision. Les enfants voient la couverture, tu vois, là, ça me plaît. Enfin, on voit en salon aussi. Hein. En salon, ils n'ont pas le texte. Donc, ils voient de loin, ils voient la couverture. Ils disent, oh là là, ça a l'air super. Et après, ils feuillettent, ils voient les dessins à l'intérieur. Enfin, voilà. C'est quand même vraiment la vitrine absolue, l'illustration. Donc, voilà. Et ce sont vos enfants donc, qui donnent leur avis à chaque fois? Et vous suivez leur avis? Ah oui, oui, oui. J'ai des enfants. Alors, j'ai la chance d'avoir des enfants. Ils sont grands maintenant. Hein. Ils sont intransigeants. Ils font pas flat du tout. Alors là, moi, je peux pas me prendre la grosse tête avec eux, pas du tout. Donc, c'est pratique. Voilà, donc, c'est très sincère. C'est brut de décoffrage. Voilà, c'est pratique hein, d'avoir des lecteurs un peu critiques à la maison quand même. Et donc, vous attendez leur retour aussi bien sur le texte comme sur l'image? Oui, bah, dès que je reçois quelque chose qui vient des éditeurs, je leur montre, on en discute ensemble. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Hein. Quelque part, on fonctionne avec les gens qui sont dans la maison, c'est plus pratique. Puis on leur fait confiance aussi. Ils sont pas là pour nous dire qu'on écrit n'importe quoi. C'est des encouragements en même temps. Donc, voilà, on craint pas leur jugement. C'est vrai que des fois, en revanche, Oui, vas-y, Patty. Je disais, ils sont critiques, en plus ils osent dire si ça leur plaît pas, alors que si on demande à quelqu'un d'extérieur, il va pas oser nous froisser. Et, moi, je sais que mon fils, il me dit texto, ça va pas, c'est moche, enfin, voilà. C'est ça. Ah oui, donc ils sont très directs alors. Ah oui, très directs, ils passent pas par quatre chemins. Hein. Et donc d'ailleurs, il y a Sylvie Dongario qui vous écrit, Miss Patty, pour vous dire que vos personnages sont attachants. Ah merci, c'est gentil. C'est vraiment ce que je voulais transmettre, c'est retrouver le côté très attachant des personnages, enfin, en tout cas l'attachement que moi j'ai trouvé en lisant le texte, vu que c'était toujours un plaisir de redécouvrir à chaque fois que je recevais le tome. En plus, je le recevais en avant-première, avant tout le monde, je le lisais. C'était vraiment super et j'avais un fort attachement aux trois personnages. Et vous aviez décidé ensemble des illustrations, de quel moment du livre vous vouliez illustrer? Non, enfin moi, c'est pas moi qui m'en occupais, je recevais le texte. C'était pas toi non plus, Paul? Non, en fait, moi j'ai fait le 1 avec Manon, donc l'éditrice. Ouais. On était tous les deux, on a passé 4 heures à éplucher le texte et à dire on en veut une là, une là, une là. Parce qu'en fait, c'est une commande, hein, quelque part. Je crois qu'il y a 50 illustrations, il y a 38 cabochons et 12 pleines pages, en fait, par tome. Et du coup, on a réparti pour pas que toutes les pleines pages soient au même endroit, puis en fonction des scènes et tout ça. En revanche, le 2, j'ai rien fait. Donc là, le 2, c'est pas moi qui ai fait. Et je suis revenu dans le 3 pour le découpage. C'est compliqué, il faut que ça soit équilibré en fait dans le volume quand on le feuillate, qu'il n'y ait pas tout au début ou tout à la fin. Et en même temps, il faut trouver les temps forts de l'histoire ou les temps graphiquement intéressants. Après, l'éditeur était ouvert si j'avais vraiment des moments où je bloquais, je n'arrivais pas à dessiner telle ou telle scène ou que ça ne m'inspirait pas. J'ai proposé, alors que je ne me rappelle plus où c'était, à des moments, je disais, ce serait peut-être mieux cette scène-là, je la sens mieux, je trouve qu'elle serait plus graphique, parce qu'il faut aussi voir le côté graphique. Mais bon, c'était vraiment rare. En général, c'était bien trouvé, quoi. L'éditeur, il a l'habitude de ce genre de découpage, quoi. Il sait comment ça fonctionne.